Bonjour à tous, aujourd'hui dans les Rois sans couronne, on va continuer cette série sur les champions du monde et on va parler de José Raúl Capablanca qui est un des joueurs dont moi j'ai le plus entendu parler quand j'étais petit parce que c'est le joueur préféré de mon père. C'est le troisième champion du monde, c'est sûrement un des plus forts de tous les temps, mais c'est aussi un perso qui est assez attachant parce que c'était un dilettante entre guillemets des échecs, c'est un mec qui a évidemment dédié sa vie au jeu, mais qui avait plutôt la réputation d'être pas très sérieux dans la préparation des matchs et des parties. C'est d'ailleurs pour ça qu'il aurait perdu contre Alekhine, qui passait sa vie enfermé à essayer de finir le jeu. Et donc c'est un joueur particulier, c'est un joueur qui est né en 1888, qui est mort en 1942, et c'est un joueur qui vient surtout de Cuba, c'est le seul champion du monde cubain, et c'est la première fois que Cuba est arrivé un peu, en gros, au sommet de l'histoire des échecs. Maintenant, on sait qu'il y a une grosse tradition du jeu à Cuba, il y a plein de joueurs qui sont dans le top 50 mondial. Il y a Dominguez qui joue encore, il y a Bruzon, il y a plein de grands maîtres très forts, quoi. Ce qui est assez surprenant pour un aussi petit pays en termes de nombre d'habitants. Mais donc, ils ont un champion du monde et pas n'importe lequel, parce que c'est sûrement un des plus forts de tous les temps. Surtout un de ceux qui a le style probablement le plus populaire, on va dire, entre guillemets. C'est un style très. C'est le Andrea Pirlo des échecs. C'est léché, c'est très beau, c'est très positionnel, mais en même temps, c'est un des champions du monde qui a le plus remporté de prix de beauté. J'ai appris ça en faisant quelques recherches et je trouve que ça en dit long sur un peu le cliché qu'on a de ce joueur souvent. Il me semble que c'est dans la note qu'a rédigé Marshall, le champion américain, pour rendre hommage à Capablanca le jour de sa mort. Dans la note, il dit on l'associe trop à un joueur au style passif, stratégique, positionnel, etc. Alors que c'est le joueur qui a le plus remporté de prix de beauté. Venant de Marshall, qui était lui-même un fou furieux de l'attaque, ça, je trouve que ça en dit long, quoi. C'est un joueur qui est resté invaincu pendant très longtemps. Je vous avais parlé dans une vidéo antérieure de comment Réti l'avait battu après, je crois, 8 ans d'invincibilité. Donc c'était le début de l'apparition des idées hyper modernes aux échecs. Mais voilà, c'est resté une figure énorme des échecs. J'ai choisi une partie qui est un peu originale pour, euh, pour illustrer, on va dire, le style de Capablanca. C'est une partie de 1929. Donc c'est une partie qu'il a jouée contre un maître qui s'appelle Treibal, qui est moins connu que lui, mais qui est quand même pas du tout un rigolo. On va regarder, on va passer rapidement peut-être sur l'ouverture parce que c'est pas le point le plus central, mais regardez. Si je prends déjà ces quelques coups, il y a quelque chose qui doit vous choquer tous, c'est que dans la gestion de l'ouverture, les blancs ont fait une bonne affaire et les noirs ont fait une mauvaise affaire. Regardez. Les blancs ont échangé leur fou de case noire et les noirs restent avec le fou de case blanche qui est un fou prison, un fou horrible dans cette position-là. Et donc regardez, après cavalier D7, fou D3, Capablanca se développe. Il faut savoir que lui, il se régale avec juste un petit avantage comme ça, c'est-à-dire le bon et le mauvais fou, et surtout la case forte en E5, ça suffit pour... il en fait son miel. Capablanca, il se lèche les doigts avec une position comme ça. Donc regardez, cavalier E5, et surtout F4. Et là, il a commencé à visser son adversaire, quoi. Et donc, si les noirs pouvaient échanger cette pièce, il n'y aurait plus de soucis. Le problème, c'est qu'ils vont rester avec cette pièce tant qu'elle est sur l'échiquier. En même temps, les tours peuvent pas trop jouer. Donc fou D7, mais bon, c'est pas un vrai coup de développement pour moi. B4, Capablanca lance son attaque de ce côté-là. Fou E8, tour C1. Et là, regardez, il y a un petit échange de pièces, cavalier F3, ça c'est un petit truc important aussi, mais que souvent on a tendance à sous-estimer. Si l'adversaire manque d'espace, vous voulez pas forcément lui faciliter la vie en échangeant les pièces. C'est important de vous dire, si il a trop de pièces au même endroit, on veut le laisser avec un gros pâté de pièces, on préfère reculer plutôt que lui résoudre ses problèmes, quoi. Donc Capablanca refuse, C5 et A4. Et là, regardez, vous voyez que tous les pions sont sur noir pour les blancs, et le fou, il va vivre sa meilleure vie au milieu des pions. Les blancs vont un jour pousser B5, avoir une attaque de ouf. Les noirs n'ont pas de contre-jeu dans cette position. Donc cavalier G4, dame E1, il continue à essayer de, je sais pas trop, de tortiller un peu ses pièces dans le manque d'espace avec les noirs. Et là, après H3, c'est on va dire le deuxième acte de la partie, c'est Capablanca va essayer d'ouvrir un front à droite. Il va jouer G4 pour lancer une attaque sur le roi des noirs. Et c'est un peu la théorie des deux fronts aux échecs Capablanca. Il y a plein d'exemples comme ça. Il y a un exemple très célèbre contre Janowski, où une partie où il avait les noirs. L'idée, c'est que quand on a un gros avantage d'un côté, on va ouvrir un front de l'autre côté parce qu'on a tellement immobilisé les pièces de l'adversaire d'un côté qu'il va avoir du mal à déménager toutes ses forces de l'autre côté, quoi. Fou D7, tour C2. Donc Capablanca fait croire qu'il va attaquer de ce côté-là. Et en fait, il immobilise complètement. H5, tour H8. Donc là, regardez, on a fait des progrès parce qu'on a gagné de l'espace de ce côté-là. On a mis des pions en plus sur noir, donc toujours pareil pour notre fou, c'est une bonne opération. Et c'est nous qui pouvons rompre le jeu quand on le souhaite. On peut aussi pousser H6 et décider de fermer. Tour H2, regardez. Donc là, il continue, il lui met la pression. Et là, j'insiste sur ce truc super important, c'est que souvent dans les parties, les gens que j'ai en cours ont tendance à trop rusher, c'est-à-dire trop relâcher la pression, parce que
Les joueurs humains, pas les ordis, ont tendance à vraiment mal supporter la pression et quand vous jouez contre un grand maître, vous allez voir il vous étouffe jusqu'à ce que vous balanciez la partie quoi, de vous-même. Il va pas forcément aller la chercher tout le temps. Et là, c'est un peu ce qui s'est passé. Capablanca joue roi F2, il tricote un peu, il immobilise, regardez les 2 tours des noirs, donc si les noirs n'avaient pas fait cette position un peu bizarre, Capablanca aurait pris et serait rentré en H7 à chaque fois. Dame 1, il pousse B5, et là regardez, pardon, je suis passé un peu vite, mais le moment le plus important c'est ici. B5 c'est la rupture qu'on attendait, et sur A prend B5, coup intermédiaire très important, H6. Et vous voyez qu'il n'aurait pas gagné cette partie s'il ne s'était pas donné ce deuxième front de ce côté-là. C'est-à-dire que maintenant, après H6, le roi doit passer devant la tour qui n'aura pas le temps de revenir ici sur la colonne A, et donc après A prend roi E7, B6 attaque la dame, et tour A1. Et maintenant, Capablanca a réussi son histoire, regardez, la dame est mal placée, les noirs préféraient avoir les tours de ce côté-là, et il n'y a que lui qui va pouvoir rentrer quand il veut en A7. Et donc maintenant, c'est que de la technique pure. Il va prendre possession de la colonne avec les tours, et ensuite il va, regardez, il fait ce qu'on appelle le canon d'Alekhine, là, les 3 pièces triplées sur la colonne A, et il va ramener toutes les pièces. D'abord, il met son roi à l'abri, pardon, je suis passé un peu vite aussi sur ça, mais très important de se dire, je vais laisser 0 contre-jeu à l'adversaire, le roi en H4, il est intouchable. Il n'y a aucun contre-jeu, aucun sacrifice sur rien, il n'y a pas d'histoire. Donc on met le roi là-bas, et ensuite, je vous dis ça, il a rebougé 2 coups plus tard, mais c'est juste pour illustrer cette idée de le roi est complètement en sécurité, donc on a les mains libres pour attaquer. Et maintenant, regardez comment il vient finir la cuisson, il ramène le cavalier en A5, et fou A6, coup spectaculaire, il sacrifie le fou. Quand le fou est mangé, on récupère le fou D7, et là, après tour prend et cavalier prend C6, tout s'effondre. Et en fait, cette partie, elle illustre juste cette notion de quand l'adversaire n'a pas d'espace, comme ça, on veut accumuler de la pression d'un côté, ensuite ouvrir un courant d'air de l'autre côté, pour lui montrer qu'en fait, il a du mal à manœuvrer ses pièces, tellement il est resserré dans sa position, quoi. Et donc c'est ce qui s'est passé ici, parce que les noirs étaient en retard pour revenir du côté sur le flanc de dame. Moralité, cette partie, elle illustre très très bien cette notion de regarder dès l'ouverture de bon fou contre mauvais fou et casse forte, et avantage d'espace. Donc il y a un peu tout dedans, je vous invite à la re-regarder, cette partie de Capablanca, et surtout à regarder les parties qu'a gagné ce champion du monde, parce qu'il avait un style super propre. On dirait qu'il joue contre des débutants à chaque fois, alors qu'il joue contre des maîtres et des grands maîtres. Donc achetez-vous le livre qui s'appelle My Chess Career, qu'il a écrit, qui est incroyable, qui était le livre préféré de mon père, et étudiez ces parties, ça fait vraiment progresser.